任天堂の近藤浩二さんです。Aujourd'hui, je vais pas vous raconter une histoire, mais j'aimerais vous partager une énigme, ou plutôt une curieuse découverte. Si vous êtes comme moi et que vous aimez écouter des musiques de jeux vidéo, vous êtes sans doute familier des playlists sur Spotify ou encore YouTube, avec leurs nombreux remixes. Et c'est justement le point de départ de notre énigme, avec une musique qui revient étrangement souvent. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, quelque chose me dit que vous la connaissez peut-être. Si on regarde du côté de GameShops, l'artiste spécialisé dans les musiques de jeux vidéo aux plus de 860 000 auditeurs mensuels, sur 18 albums sortis en 2024, il y en a 9 sur le thème de Zelda. Sur ces 9 albums, si on regarde de quel jeu Zelda ils proviennent, on compte 12 titres issus de A Link to the Past, 14 issus de Majora's Mask, 16 de The Wind Waker, 25 titres de Breath of the Wild et 32 issus d'Ocarina of Time. Sur ces 32 titres, on peut lister 2 fois la vallée Gerudo, 4 fois le thème principal, ce qui paraît plutôt normal, mais 3 fois le chant des tempêtes. Sur 4 playlists Spotify où on trouve des remixes de musique de jeux Zelda, si je compte leur fréquence d'apparition, j'obtiens 21 fois le chant de la déesse de Skyward Sword, 30 fois la vallée Gerudo, 36 fois les musiques des bois perdus, 38 fois la berceuse Zelda, 44 domaines Zora en prenant les versions de Breath of the Wild et d'Ocarina of Time, et 45 fois le chant des tempêtes. Mon énigme est simple, pourquoi une musique sortie en 1998 qu'on a entendue pour la dernière fois dans un jeu Zelda en 2001 est encore si populaire aujourd'hui? Pourquoi plus d'un quart de siècle plus tard, j'ai l'impression que le chant des tempêtes obsède Internet? Pour résoudre notre énigme, commençons par un peu de contexte. La première fois qu'on entend le chant des tempêtes, c'est donc dans Ocarina of Time, en 1998, en tout cas pour la sortie européenne. On apprend le chant à l'intérieur du moulin à vent du village Kokoriko auprès de Guru-Guru, l'homme phonogramme. Guru-Guru, c'est son vrai nom, le jugez pas. Dans le jeu, jouer le chant sert à déclencher une tempête, oui, ce qui en soi n'est pas super utile à part dans quelques occasions spécifiques, comme pour déclencher des quêtes. Mais il y a peut-être certaines personnes qui comprennent rien à ce que je raconte, alors permettez-moi une parenthèse pour vous parler d'Ocarina of Time. On parle ici d'un jeu mythique, considéré par beaucoup, à commencer par moi-même d'ailleurs, comme un jeu intemporel, voire l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Un titre en tout cas ultra influent sur l'histoire du jeu vidéo, au même titre qu'un Doom ou qu'un Metroid. Pour vous résumer le jeu, on incarne Link, un jeune garçon qui a été élevé dans la forêt Kokiri, comme les autres enfants de la forêt. À sa naissance, un Kokiri reçoit une fée, mais Link, lui, n'a pas reçu de partenaire, et il le vit très mal. Les événements font qu'il va finir par recevoir une fée, et qu'il va quitter la forêt aussi pour rejoindre le château d'Hyrule, et rencontrer la princesse Zelda. Et la princesse, elle a un plan, c'est de le recruter pour arrêter le chevalier du désert, Ganondorf, parce que même si elle a que 8 ans, c'est comme elle la plus lucide du royaume, et c'est la seule à avoir compris qu'en fait, il cherche à s'emparer de la Triforce. Une relique divine capable d'exaucer tous les souhaits, qui peut apporter l'âge d'or si elle est utilisée par une personne au cœur pur, mais qui risque plutôt d'apporter le chaos entre les mains de Ganondorf. Et si vous avez l'impression que j'ai résumé 90% des jeux Zelda, c'est un peu le cas. Mais la particularité de l'opus, c'est la capacité du personnage à voyager entre le passé et le présent grâce à l'épée de légende. Le monde du jeune Link sert d'initiation au héros et de tutoriel aux joueurs, pour faire place ensuite à un monde plus sombre, celui de Link adulte avec ses donjons plus profonds. Et Ocarina of Time, c'est un super carton pour Nintendo. Avec 7 600 000 cartouches écoulées, c'est le 4e jeu le plus vendu de la Nintendo 64 dans le monde. Et ça, Nintendo ne le doit pas seulement à son génie marketing. Ocarina of Time marque l'entrée de la série Zelda dans l'ère de la 3D. Mais il faut noter qu'il sort dans une période, au milieu des années 90, où toute l'industrie du jeu vidéo maîtrise mal la 3D et se cherche encore. Pourtant, quand le jeu arrive, il se paye le luxe de définir les codes de cette nouvelle dimension, codes qui seront encore utilisés longtemps après. Mais revenons à notre énigme, parce qu'en dehors des révolutions techniques que le jeu apporte, la direction artistique est également aux petits oignons, dont sa bande-son. Elle nous intéresse parce que c'est peut-être un premier élément de réponse. La bande-son d'Ocarina of Time est particulièrement soignée. Sauf que c'est pas une musique, on l'a déjà dit en intro, les mélodies du jeu font partie des musiques les plus populaires de la saga encore aujourd'hui. Donc la popularité du jeu suffit pas pour expliquer notre question sur le chant des tempêtes. Mais peut-être qu'on peut regarder du côté de comment les musiques ont été faites. Tout à l'heure en introduction de cette vidéo, je vous ai mis un petit concert, et si vous avez tout de suite reconnu le thème principal des jeux Mario, c'est pas seulement parce que vous êtes un super gamer, c'est aussi parce que cette musique, elle est imprimée dans votre cerveau, comme la carte d'identité du plombier moustachu.
Maintenant, est-ce que vous aviez reconnu le monsieur qui était au clavier? Il s'appelle Koji Kondo, son nom et son visage vous disent peut-être rien, pourtant c'est lui qui a composé cette musique en 1985. Kondo, c'est le premier compositeur recruté par Nintendo pour travailler spécifiquement sur des musiques de jeux vidéo. Au début, il travaille sur des projets comme Devil World, Golf ou Pilot Wings, avec pour leitmotiv d'utiliser les thèmes récurrents tout au long d'une composition qui permettent d'associer la musique à un personnage, à une idée ou une situation. Avec le temps, les équipes grandissent chez Nintendo et Koji Kondo va surtout superviser les équipes de compositeurs. Comme sur Majora's Mask par exemple, il travaille avec l'aide de Toru Minegishi ou sur Twilight Princess où ils vont collaborer avec Asuka Ota. Voilà, pour un petit peu donner le lore des compositeurs. Mais avant ces collaborations, Kondo a forcément travaillé sur un dernier projet en solo, et ce dernier projet c'est justement Ocarina of Time, pour lequel il a sorti le grand jeu. Alors permettez-moi une dernière parenthèse pour rapidement vous parler du rôle de la musique dans le jeu vidéo. Vous allez voir que pour notre énigme, ça peut être important. Au-delà de l'aspect esthétique, le son et la musique communiquent des informations aux joueurs. Sauf que pour faire ça, elle doit s'adapter aux actions du joueur, qui sont souvent imprévisibles. Donc pour faire ça, on utilise des earcons, ou des icônes sonores, qui permettent de renforcer la communication d'informations par le son. Un ennemi qui se trouve dans les parages, l'entrée dans une zone sans danger, ou même les déplacements dans un menu. La musicologue Fanny Rébillard ajoute « Plus la musique de jeux vidéo est interactive, plus elle va jouer ce rôle de signal sonore au joueur d'une information importante. » Cette interactivité est déjà là dès le premier Zelda en 86. Le joueur peut faire appel à une flûte pour ouvrir des portes cachées, assécher des lacs ou faire éclater des murs. Et Kondo pousse l'interactivité à son apogée dans Ocarina of Time, où le joueur doit jouer des mélodies note par note, comme si la manette était elle-même un instrument de musique. Ces mélodies en quelques notes, faciles à retenir et à jouer, permettent systématiquement d'appliquer des effets, comme se téléporter dans un lieu ou faire passer la nuit pour arriver au petit matin. Elles sont liées à l'ocarina, elles apportent des capacités et on les joue soi-même, ce qui permet aux joueurs d'avoir un rapport privilégié avec ces mélodies. Mais j'en reviens à ma question d'origine. Pourquoi le chant des tempêtes? Pourquoi cette musique en particulier? Est-ce qu'elle permet une immersion plus importante que les autres? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier à raconter? J'aimerais vous raconter une autre histoire, mais je vais avoir besoin de changer de jeu quelques instants. Quelques années après Ocarina of Time sort Majora's Mask, le petit frère et suite directe de l'opus, toujours sur la Nintendo 64. Link se retrouve dans l'une des timelines bizarres après la suite de Ocarina of Time, dans la région de Termina menacée par la chute de la lune. Ici aussi, on peut apprendre le chant des tempêtes, mais cette fois, ce ne sera pas auprès de Guru Guru, on va se rendre directement vers la vallée d'Ikana, dans la dernière région du jeu. Au milieu de la vallée se trouve une maison. Elle est habitée par Pamela et son père, qui sont venus ici pour étudier les créatures de la région. Au cours de ses recherches, le papa a été contaminé par les momies, et il se transforme lui-même en momie petit à petit. Sa transformation attire les monstres qui sont libres d'encercler la maison, depuis que le moulin à eau ne fonctionne plus, parce que la maison tout entière est une grande boîte à musique qui les tenait à distance. En remontant le lit asséché de la rivière, on trouve le problème. C'est Diez, le fantôme d'un musicien qui maudit la zone et empêche l'eau de couler. Et pas loin d'ici, on trouve la prison d'un autre musicien. Bémol a été enfermé ici par son frère. Les deux s'entendaient pas très bien depuis que Diez a été affecté par les événements du jeu. C'est Bémol qui nous apprend le chant des tempêtes, et avant de partir, il nous adresse une requête. Aider son grand frère et le ramener à la raison. En jouant la mélodie, on réussit à apaiser l'âme du musicien, qui s'excuse pour son frère et pour ses actions déplorables. La pluie lève la malédiction et réactive le moulin, la musique peut à nouveau résonner dans la vallée et chasser les monstres. En repensant à ce passage, quelque chose m'a frappé. En plus d'être une belle petite histoire, cette quête est indispensable pour obtenir des objets nécessaires dans la progression du jeu. Et c'est curieux comme dans Majora's Mask, de la même manière que dans Ocarina of Time, le chant des tempêtes permet de progresser dans l'aventure. J'en ai parlé rapidement pour Ocarina of Time en vous disant que la mélodie permet de déclencher des quêtes. C'est peut-être notre dernier élément de réponse. C'est pas seulement une musique qui s'associe à un personnage ou à un lieu. Le chant des tempêtes s'inscrit également dans des histoires, au cœur de la quête du joueur. Elle lui permet d'obtenir des objets, de débloquer des situations, de progresser en donnant au héros un pouvoir aux effets mystérieux qui attirent la curiosité. À la base, j'étais juste curieux de découvrir l'histoire autour de cette musique. J'ai fini par m'interroger sur la place de la musique dans le jeu vidéo et le parcours des compositeurs. J'ai voulu partager ça avec vous. Il reste sans doute plein de choses à explorer, j'ai à peine gratté la surface, et je suis curieux de voir s'il y a d'autres musiques dans le même genre pour peut-être faire de cette énigme une petite série de vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Le fait d'apprécier ou pas une mélodie, ça reste très subjectif. En tout cas, en ce qui concerne le chant des tempêtes, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi cette musique obsède internet.